J'avais 72 ans quand mon cerveau a décidé d'arrêter d'écouter mon corps. C'est ce qu'un accident vasculaire cérébral est, je pense. Une conversation interrompue à mi-phrase. Un moment, je rejoignais mon café à la cuisine de la maison où j'avais vécu pendant 43 ans. Et le moment suivant, j'étais au sol. Et mon côté droit ressemblait à quelqu'un d'autre. L'hôpital Saint-Martin est devenu mon monde entier pendant 68 jours. C'est combien de temps ils m'ont gardé pendant que mon cerveau et mon corps ont essayé de se souvenir de comment travailler ensemble. Les médecins ont utilisé des mots comme progrès remarquable et récupération miraculeuse. Mais tout ce que je savais, c'est que chaque matin faisait mal. Et chaque soir faisait mal différemment. Ma fille Nathalie était là presque chaque jour. Elle venait l'après-midi avec des fleurs fraîches et un sourire qui ne relâchait jamais tout à fait ses yeux. Et elle disait « Ne te fais pas de soucis pour quoi que ce soit, maman. J'ai tout géré. » Elle s'assiérait dans cette chaise en plastique à côté de mon lit et me parlerait des factures qu'elle payait, la maison qu'elle gérait, les rendez-vous qu'elle annulait. J'étais si reconnaissante. Je me souviens d'avoir pensé que j'avais de la chance d'avoir une fille qui m'aimait autant. Elle gérait tout. Tout ce que j'avais à faire était de me rétablir. Quand ils m'ont enfin libérée, je me sentais envoyée au monde à nouveau après hibernation. Nathalie est venue me chercher en fin de matinée. Elle était joyeuse, presque brillante. Elle m'a aidée dans la voiture avec les mêmes mouvements soignés que nous avons utilisés pendant des mois. Et puis elle m'a tendu une petite valise du siège arrière. « C'est tout, maman » a-t-elle dit. Sa voix était plate. « J'ai vendu la maison rue de Bretagne. J'ai pris ce que j'ai pu sur ce marché. J'ai tout vidé et emballé tes affaires. C'est tout ce qui reste. Bonne chance. » Je me souviens de starer cette valise. Elle était petite, bleu marine avec des rayures sur les coins. Tout ce que je possédais s'ajustait dans quelque chose qui tiendrait à peine dans un avion. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. J'avais été absent pendant 2 mois, pas 2 ans. J'ai pensé que peut-être elle voulait dire quelque chose d'autre. Mais quand j'ai regardé son visage, j'ai compris qu'elle voulait exactement ce qu'elle avait dit. Les premiers jours après avoir quitté l'hôpital sont toujours flous pour moi. Je restais dans une chambre de motel que Nathalie avait payée d'avance. C'était la seule miséricorde qu'elle m'a accordée. Je me suis assis sur ce lit polyester et j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé. Ma maison était partie. Mes comptes bancaires étaient vides. Ma fille avait pris tout et m'avait tendu une valise. Je tentais de comprendre ce que j'avais mal fait. J'ai repensé tous ces après-midi à l'hôpital, tous ces moments où elle s'asseyait à côté de moi et me disait de ne pas me faire de soucis. Avais-je manqué quelque chose? M'avait-elle dit ce qu'elle allait faire? Je ne pouvais pas me souvenir. Peut-être que l'accident vasculaire cérébral avait pris ce souvenir aussi. Le 3e jour au motel, il y a eu un coup à la porte. Je n'attendais personne et j'ai eu un moment de vraie peur. Mais quand j'ai ouvert, il y avait une jeune femme en tenue. Son nom était Amélie. Elle avait été l'une des infirmières à Saint-Martin, l'infirmière gentille qui ajustait toujours mes oreillers et qui chantait doucement pendant qu'elle travaillait. « Madame, a-t-elle dit, j'espère que ce n'est pas bizarre que j'ai suivi où vous logiez. Je voulais vous donner ceci en personne. » Elle m'a tendu une enveloppe. C'était blanc, bonne qualité, avec mon nom écrit en calligraphie soignée. « Quelqu'un est venu à l'hôpital hier en vous cherchant. Ils ont dit de vous donner ceci. Ils ont spécifiquement dit d'ouvrir seulement devant votre fille. » J'ai pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. Amélie m'a regardée avec une expression que je ne pouvais pas lire, quelque chose de triste et de sachant. « Je pense que vous devriez l'ouvrir bientôt, » a-t-elle dit.
Quoi qu'il y ait là-dedans, je pense que c'est important. Après son départ, j'ai eu cette enveloppe pendant longtemps. Je savais que je ne pouvais pas suivre l'instruction sur l'ouverture avec Nathalie présente. Je n'allais pas la revoir à nouveau. Mais je ne pouvais pas ignorer quelque chose qui venait de l'avocat de mon mari. Parce que c'est ce que c'était. La lettre venait de l'avocat Robert Mercier, qui s'était occupé de la succession de mon mari. Mon mari était parti il y a 11 ans à ce moment. 11 ans de moi vivant seul dans cette maison, tendre le jardin, lire, regarder le monde changer de ma fenêtre avant. Robert Mercier était quelqu'un que j'avais vu une fois après les funérailles et jamais à nouveau. La lettre était simple et dévastatrice. Mon mari, toujours le prudent, le tranquille qui pensait à tout bien avant d'agir, avait mis de côté un compte protégé. Ce n'était pas une fortune, mais c'était suffisant. Suffisant pour moi à vivre, à vieillir sur place, à avoir une petite mesure d'indépendance. Il l'avait configuré d'une manière qu'il ne pouvait pas être touché par quelqu'un d'autre que moi. Il y avait plus. L'avocat avait été contacté, je ne suis toujours pas sûre comment ou qui a dit à lui, par notre voisine Véronique. Véronique, qui avait vécu à côté de nous pendant 32 ans. Véronique, que je n'avais jamais vraiment pensé à plus qu'une femme agréable dans une maison agréable. Véronique avait vu le panneau immobilier se dresser sur notre propriété. Elle avait vu les déménageurs venir. Et elle avait décroché le téléphone et appelé Robert Mercier parce que quelque chose ne se sentait pas juste. La vente immobilière, il s'avère, avait des signatures falsifiées. Ma signature sur des documents que je n'avais jamais vus. Nathalie avait signé mon nom. Et Robert Mercier avait déposé un rapport auprès du shérif du comté. Tout était annulé. La vente de la maison serait annulée. La plupart de l'argent reviendrait. Pas tous, Nathalie avait dépensé certains, mais la plupart. Je me souviens de m'asseoir sur ce lit de motel, avec la lettre dans mes mains. Et je ne me sentais pas ce que je pensais que je me sentirais. Je pensais que je me sentirais une rage. Je pensais que je me sentirais validée. À la place, j'ai senti une tristesse terrible et lourde. J'ai senti le poids de découvrir que la personne que vous avez élevée, la personne qui s'assiérait à côté de votre lit chaque jour et vous dirait de ne pas vous faire de soucis, avait volé tout ce que vous aviez. Quand Nathalie est venue me chercher le lendemain, je ne peux pas imaginer pourquoi. Peut-être le motel l'a appelée à propos de la facture. J'attendais dans le lobby. Je lui ai montré la lettre. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai juste dépliée lentement et je lui ai laissé la lire. Elle a essayé d'expliquer. Elle a parlé d'une dette qu'elle avait. Elle a parlé d'avoir besoin d'un nouveau départ. Elle a parlé de moi étant malade, penser que je ne ferais pas, faire des plans pour un avenir où je n'aurais pas. Aucun d'elles n'avait de sens. Tout cela avait un sens parfait. Je n'écoutais pas vraiment les mots. J'écoutais la personne en dessous, et cette personne ressemblait à une étrangère. Le processus juridique a pris des mois, mais j'ai lentement repris ma vie. 3 mois après avoir quitté cet hôpital, j'étais de retour rue de Bretagne. La maison ne ressemblait plus à mienne. Les nouvelles personnes avaient peint la porte d'entrée une couleur différente, avaient coupé les roses que j'avais plantées 20 ans auparavant. Mais la maison était à nouveau mienne de la manière qui comptait. Le premier soir que je suis rentrée à la maison, Véronique a frappé à la porte avec une casserole. Elle était embarrassée à ce sujet. Elle a dit qu'elle pensait que je pourrais ne pas avoir envie de cuisiner. Mais ce qu'elle signifiait, c'est qu'elle avait observé, elle m'avait vu revenir, et elle voulait que je sache que quelqu'un avait remarqué. Quelqu'un avait cared assez pour agir sans être demandé. Nathalie a été accusée. Les documents ont été identifiés comme des contrefaçons. Elle a passé du temps.
Je ne sais pas grand-chose, et j'ai fait un choix de ne pas savoir grand-chose. Elle est toujours ma fille, et c'est un fait à la fois vrai et terrible. Mais Véronique est celle à qui je pense quand je suis assis dans mon jardin le soir, quand la lumière est cette teinte particulière d'or que mon mari avait l'habitude d'aimer. Véronique est celle qui s'est avérée quand cela comptait le plus, sans être demandée, sans toute obligation au-delà de la décence. Mon mari avait l'habitude de dire quelque chose auquel je pense beaucoup maintenant. Il a dit « Prenez soin des gens qui prennent soin de vous ». J'ai passé la plupart de ma vie en essayant de faire cela. J'ai pris soin de Nathalie, j'ai pris soin de Zami, j'ai pris soin de ma maison et de mon jardin. Et puis, quand mon cerveau m'a trahi et mon corps avait besoin d'aide, la personne dont j'avais besoin n'était pas la personne que j'avais toujours supposé que ce serait. Les gens qui vous aiment vraiment, ceux dont l'amour importe d'une manière qui sauve vraiment votre vie, ils ne l'annonçaient pas. Ils ne s'assiedent pas à votre chevet et vous disent de ne pas vous faire de soucis tandis qu'ils vident votre compte bancaire. Ils ne viennent pas quand c'est pratique ou quand ils s'attendent à quelque chose en retour. Ils se montrent justes. Ils frappent à votre porte avec une casserole. Ils trouvent un numéro d'avocat. Ils remarquent quand quelque chose ne va pas et ils agissent. C'est l'amour, pas les mots, pas les visites, pas les explications soignées plus tard. Juste la présence, juste l'attention, juste le refus tranquille et obstiné de détourner le regard quand quelqu'un dont tu dois t'occuper a besoin d'aide. C'est tout ce qui compte vraiment à la fin.